Un millionnaire a vu une serveuse se faire humilier par le gérant. Il l'a défendue et a décidé de l'emmener chez lui pour une nuit. Le lendemain matin, il est resté paralysé en voyant ce qu'elle avait fait à sa petite fille. La pluie tombait sans répit sur Neuilly-sur-Seine. De grosses gouttes glissaient sur les vitres immenses du manoir des Champs, traçant des lignes floues sous la lumière blafarde du soir. Le ciel parisien, lourd de nuages, semblait partager la même mélancolie que la demeure. À l'intérieur, un silence presque palpable régnait. Interrompu seulement par le tic-tac régulier d'une horloge ancienne, dans le grand salon, Alain Deschamps était assis dans un fauteuil en cuir, immobile, le regard fixé sur les flammes qui dansaient dans la cheminée. Les murs, décorés d'œuvres d'art, semblaient observer cet homme figé dans ses pensées. Il tenait dans ses mains une photo encadrée. Sur l'image, Émilie souriait, rayonnante, serrant contre elle une petite fille blonde aux yeux pétillants. Elina, c'était avant cet accident, avant que la joie ne quitte le manoir, Alain fit glisser ses doigts sur la surface froide du verre. Le rire d'Émilie résonnait encore parfois dans son esprit, presque cruel dans sa vivacité. Comment un instant pouvait-il tout détruire? Un simple trajet en voiture, une pluie semblable à celle de ce soir, une fraction de seconde, et plus rien. Le regard d'Alain se perdit un moment. Ses traits étaient marqués par la fatigue, ses cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, malgré la lassitude qui se lisait sur son visage. Il portait toujours ses costumes élégants, mais ces derniers temps, il semblait pendre sur ses épaules, comme s'il portait un poids invisible. Un bruissement, presque imperceptible, attira son attention. Il tourna lentement la tête vers l'escalier monumental qui menait à l'étage. « Elina » appela-t-il d'une voix basse, presque timide. Pas de réponse. Alain se leva, son pas résonna sur le marbre froid, tandis qu'il montait l'escalier. Chaque marche semblant peser une tonne. Arrivé devant la chambre de sa fille, il trouva la porte entr'ouverte. La pièce, autrefois lumineuse et pleine de vie, baignait dans une pénombre douce. Elina était là, assise en tailleur sur un tapis rose pâle, les épaules affaissées. Autour d'elle, des poupées étaient soigneusement alignées, comme des soldats sans vie. Ses cheveux blonds tombaient en cascade sur ses épaules. Elle fixait la fenêtre embuée, ses yeux bleus dénués d'expression. « Ma chérie, tu veux descendre dîner ?» demanda Alain en s'appuyant contre la porte. Elina ne bougea pas. Pas un clignement d'yeux, pas un signe de vie. On pourrait regarder un film ensemble, comme avant, toujours rien. Elle détourna simplement la tête, rejetant doucement ses cheveux sur le côté. Alain sentit une douleur familière étreindre sa poitrine. Il avait l'habitude de ce silence. Un mur invisible qu'il n'arrivait pas à franchir depuis 2 ans. Les médecins parlaient de mutisme sélectif. Lui, il y voyait une distance infranchissable, un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. « Je serai en bas si tu veux », murmura-t-il avant de refermer doucement la porte. Redescendant lentement, il s'arrêta au milieu du salon, jetant un regard circulaire à son empire. Tout respirait le luxe, tapisseries rares, mobilier de créateur, lustre majestueux. Pourtant, il n'y avait que vide et silence. Il se servit un verre de whisky, le liquide ambré reflétait les flammes de la cheminée. Il porta le verre à ses lèvres, mais l'amertume sur sa langue n'avait rien à voir avec l'alcool. Il revoyait sans cesse ce jour maudit, le bruit de la tôle froissée, les sirènes lointaines, et surtout, ce vide, peut-être. Peut-être devait-il sortir, respirer l'air froid de Paris, fuir ce mausolée doré. Ne serait-ce qu'un instant. Prépare la voiture. Mais à la dernière seconde, il changea d'avis. Non, laissez, je vais marcher. La nuit parisienne avait une odeur particulière après la pluie, un mélange de pierres mouillées et de feuilles humides. Alain descendit les rues sans destination précise. Les passants se pressaient sous leurs parapluies. Les lumières des cafés se reflétaient sur le pavé brillant. Il s'arrêta un instant devant une librairie encore ouverte, observa distraitement la vitrine, puis reprit sa marche. C'est pas le Menère dans un quartier qu'il fréquentait rarement. Les voix et les rires, l'agitation, tout contrastait avec son quotidien silencieux. Ses yeux se posèrent sur un petit restaurant populaire. À travers la vitrine, il aperçut des familles attablées, des couples qui riaient. Il hésita, mais, poussé par un besoin inexplicable, il poussa la porte. À l'intérieur, la chaleur,
Le brouhaha des conversations, l'odeur alléchante des plats réchauffèrent immédiatement l'atmosphère. Un serveur passa devant lui, les bras chargés d'assiettes fumantes. Alain choisit une table dans un coin, espérant passer inaperçu, mais un éclat de voix attira soudain son attention. Incapable. Tu ne sais donc rien faire correctement ? Un plateau venait de tomber. Le fracas de la porcelaine brisée résonna dans la salle, plongeant les conversations dans un silence gêné. Au centre de la scène, une jeune femme en uniforme se tenait figée. Ses mains tremblaient légèrement. Son visage, d'une beauté discrète, était pâle. Ses cheveux châtains étaient attachés à la va-vite. Quelques mèches échappées encadraient ses joues rougies. Ses yeux brillaient, mais elle luttait pour ne pas pleurer. « Mireille !» rugit le gérant. Un homme au ventre proéminent et au regard dur. « Toujours toi, incompétente !» Les clients détournèrent le regard. Certains murmurant, d'autres observant la scène avec une curiosité malsaine. Alain sentit une bouffée de colère monter en lui. Quelque chose, dans la dignité silencieuse de la jeune femme, le heurta profondément. Ça suffit. Sa voix, grave, calme mais ferme, fit taire les chuchotements. Tous les regards se tournèrent vers lui. Mireille leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux à elle, surprise, peur et tristesse. Dans les siens, une décision. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il devait intervenir. Le silence qui avait envahi la salle fut brisé par la voix grave d'Alain. Son ton ne laissait place à aucune contestation. Tous les regards, auparavant rivés sur Mireille, se tournèrent vers lui, curieux de découvrir l'identité de cet homme élégant, dont la présence imposait immédiatement le respect. Mireille, toujours immobile au milieu des débris de porcelaine, leva lentement les yeux vers Alain. Son visage pâle trahissait un mélange de peur, de confusion et d'incompréhension. Ses mains tremblaient encore légèrement. Elle ne comprenait pas pourquoi un inconnu prenait soudainement sa défense. Le gérant, visiblement surpris, fronça les sourcils. Il tenta de reprendre le contrôle de la situation, ajustant sa cravate d'un geste nerveux. « Monsieur, ceci ne vous regarde pas. Cette fille travaille ici et doit assumer ses erreurs. Elle, ce que je vois, c'est un employé qui s'adresse à une jeune femme avec un mépris inacceptable. C'est ça, votre façon de gérer un établissement ?» interrompt Alain d'un ton glacial. Un murmure parcourut la salle. Les clients, auparavant spectateurs passifs, commençaient à échanger des regards gênés. Le gérant, déstabilisé, tenta de se justifier, mais Alain leva simplement la main, comme pour lui ordonner de se taire. « Ramassez ces assiettes, vous, asseyez-vous », dit-il en s'adressant à Mireille. Elle hésita. Ses jambes semblaient vouloir fuir cet endroit, disparaître loin de ses regards. Mais quelque chose dans la voix d'Alain lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un ordre, mais d'une main tendue, hésitante. Elle se laissa tomber sur une chaise à proximité, baissant les yeux pour échapper au jugement silencieux. Alain s'assit face à elle. De près, il remarqua la fatigue marquée sur son visage, ses cernes discrets mais révélateurs, et cette lueur de fierté blessée dans son regard. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix s'adoucissant. « Oui, merci, vous n'étiez pas obligé. Peut-être, mais j'en avais envie. » Mireille détourna les yeux. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de son tablier. « Je vais partir, » murmura-t-elle. « Je n'ai plus de travail ici. De toute façon, » Alain fronça légèrement les sourcils. « Vous partez, à cette heure, sous cette pluie, vous habitez loin ?» Un silence gênant s'installa. Mireille hésita avant de répondre, la gorge serrée. « Je n'ai nulle part où aller. » Ces mots tombèrent lourdement. Elle baissa la tête, honteuse d'avoir avoué une telle chose devant un inconnu. Alain resta figé un instant. Cette révélation résonnait en lui bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il vit, derrière cette jeune femme apparemment ordinaire, une détresse qu'il reconnaissait. « Venez avec moi. » Mireille releva brusquement la tête, ses yeux s'écarquillant sous la surprise. « Quoi ? Non, je ne peux pas. Je ne vous connais même pas. » « Justement, » rétorqua Alain, le regard sérieux. « Il est tard. Vous êtes épuisé et vous n'avez nulle part où aller. Je ne vous propose rien d'autre qu'un toit pour cette nuit, un endroit où dormir, manger, vous reposer. Après, vous serez libre de partir. Mais ce n'est pas une obligation. C'est une proposition. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Ou de... » Mireille regarda autour d'elle. Les clients avaient repris leur conversation, comme si rien ne s'était passé.
Pourtant, elle sentait encore les regards furtifs peser sur elle. Elle repensa à la pluie dehors, au froid qu'elle devrait affronter, sans même savoir où se réfugier. « D'accord », finit-elle par murmurer, juste pour cette nuit. Un mince sourire, à peine perceptible, traversa le visage d'Alain. Il se leva, fit signe à son chauffeur qui attendait discrètement à l'extérieur, et tendit la main à Mireille. Lorsqu'elle posa timidement ses doigts sur les siens, elle fut frappée par la chaleur inattendue de cette paume ferme. Il n'y avait pas de geste déplacé, seulement une offre sincère. Le trajet jusqu'à la voiture se fit en silence. Mireille gardait les yeux baissés, gênée par la situation, tandis qu'Alain observait distraitement les rues de Paris défiler sous les réverbères lorsque la voiture s'arrêta devant le manoir. Mireille sentit son souffle se couper, les hauts portails en fer forgé, les jardins parfaitement entretenus et la façade majestueuse du bâtiment éclairé par des lanternes donnait à l'endroit un air presque irréel. « C'est ici que vous vivez ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, venez. » Ils franchirent les portes. Le hall d'entrée, vaste et orné de marbre, impressionna immédiatement Mireille. Mais ce qui attira réellement son attention, c'était le silence. Un silence profond, presque pesant, comme si la maison retenait son souffle. Alain la conduisit vers une chambre d'amis spacieuse. « Voici votre chambre pour cette nuit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je suis juste en bas. » Mireille acquiesça timidement. « Merci. Pour tout. » Alain répondit par un hochement de tête avant de s'éloigner. Lorsqu'il redescendit au salon, il se servit un nouveau verre de whisky. Ses yeux se perdirent dans les flammes de la cheminée. Il ne comprenait pas encore pourquoi il avait fait cela, pourquoi il avait tendu la main à une inconnue. Mais une chose était certaine, il y avait quelque chose chez Mireille, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. La nuit s'étendait sur Neuilly-sur-Seine, silencieuse et paisible, le manoir des Champs, le manoir, avec ses murs imposants et ses grandes fenêtres illuminées, se dressait fièrement sous le ciel étoilé. Pourtant, à l'intérieur, l'atmosphère était tout autre. Chaque pièce baignait dans un calme presque oppressant, comme si le lieu lui-même retenait son souffle. Le léger craquement du parquet sous les pas d'Alain résonnait dans le hall désert. Il jeta un regard en direction de l'escalier menant aux chambres. Mireille devait être installée maintenant. L'image de son visage fatigué, de ses mains tremblantes, lui revenait en mémoire. Il avait vu tant de détresse dans ses yeux qu'il lui avait été impossible de rester indifférent. Cette jeune femme avait quelque chose de particulier, quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à définir. Après avoir terminé son verre, Alain se dirigea vers la grande baie vitrée du salon. La vue sur le jardin, soigneusement entretenue, ne lui apportait plus le réconfort d'autrefois. Avant, Émilie et Elina passaient des après-midi entiers à y jouer. Maintenant, il n'y avait plus que du vide. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'un homme fatigué, aux traits tirés. Il détourna rapidement les yeux. Dans la chambre d'amis, Mireille, debout au centre de la pièce, observait son nouvel environnement, avec un mélange d'étonnement et d'incrédulité. Jamais elle n'avait mis les pieds dans un endroit aussi luxueux, le lit immense aux draps soyeux, les rideaux épais aux teintes chaudes, les meubles anciens parfaitement polis. Tout semblait appartenir à un autre monde, un monde auquel elle n'avait jamais cru pouvoir appartenir. Elle posa lentement son sac, usé par le temps, sur une chaise près de la fenêtre, à l'intérieur, peu d'affaires, quelques vêtements froissés, un petit carnet à la couverture abîmée et une vieille photo de sa mère. Mireille prit délicatement la photo entre ses doigts. Le visage souriant de Marcel la fixait, comme une promesse silencieuse. Sa gorge se serra. « Maman, qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle dans le vide, depuis la mort de sa mère. Mireille avait toujours refusé la pitié. Elle avait appris à se débrouiller seule, à encaisser les coups durs sans jamais se plaindre. Pourtant, ce soir, elle avait accepté l'aide d'un inconnu. Pourquoi ? Était-ce la fatigue, la solitude, ou peut-être la sincérité dans la voix d'Alain qui avait su percer ses défenses ? Elle s'approcha de la fenêtre. De là, elle voyait le jardin illuminé par la lueur de la lune. Tout semblait si calme, si irréel. Cette maison respirait la richesse, mais aussi une profonde tristesse. Elle pouvait la sentir dans l'air, presque la toucher. Ce lieu, malgré son apparente perfection, portait en lui une douleur silencieuse. Mireille se laissa tomber sur le lit. Le matelas était moelleux, bien trop confortable pour elle, qui avait dormi sur des canapés usés,
ou des lits d'auberge bon marché ces dernières semaines. Une fatigue écrasante l'envahit soudain. Ses paupières se fermèrent lentement, et sans s'en rendre compte, elle s'endormit, la photo de sa mère serrée contre son cœur. Pendant ce temps, dans une autre aile du manoir, Elina se tourna dans son lit. Ses yeux grands ouverts fixaient le plafond décoré de motifs subtils. Le visage pâle, presque translucide sous la lumière tamisée de sa veilleuse, elle semblait perdue dans ses pensées. Le silence était son refuge depuis la perte de sa mère. Elle avait construit autour d'elle des murs que personne, pas même son père, n'avait réussi à franchir. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Une voix nouvelle résonnait dans la maison. Un parfum léger, inconnu, flottait dans l'air. Elina sentit quelque chose d'étrange, de la curiosité. Qui était cette femme que son père avait ramenée? Pourquoi sa présence semblait-elle différente? Au petit matin, le manoir se réveilla doucement sous la lumière dorée du soleil. Alain, comme à son habitude, était déjà levé. Il prit un instant pour observer la cour, les mains dans les poches de son pantalon de costume. Il repensa à la jeune femme endormie dans la chambre d'amis. Elle devait sûrement être partie à la première heure. Après tout, pourquoi serait-elle restée? Poussé par une impulsion inexplicable, il monta à l'étage et s'approcha de la porte. Il allait frapper quand il entendit un éclat de rire, un son clair, cristallin, qui le figea sur place. Cela ne pouvait pas être vrai. Un rire, le rire d'Elina. Le cœur d'Alain rata un battement. Lentement, il poussa la porte entr'ouverte. La scène qui s'offrit à lui le laissa sans voix. Dans la pièce baignée de lumière, Elina riait, assise sur le tapis. Elle tenait dans ses mains une poupée et regardait Mireille avec un sourire radieux. La jeune femme imitait une voix comique, faisant des grimaces pour amuser la petite fille. Elina éclatait de rire à chaque fois. Ses yeux brillants d'une joie qu'Alain croyait disparue à jamais, il resta là, immobile, incapable de détourner les yeux. Cette image lui semblait irréelle. Depuis 2 ans, il n'avait pas entendu le rire de sa fille. Depuis 2 ans, il s'était résigné à croire que ce son ne reviendrait jamais. Et voilà que cet inconnu, arrivé par hasard dans leur vie, avait accompli en une nuit ce que lui-même n'avait jamais pu faire. Mireille se tourna légèrement et croisa le regard d'Alain. Elle s'arrêta net, confuse. « Bonjour », dit-elle timidement. « J'espère que cela ne vous dérange pas. » Alain secoua la tête, incapable de trouver ses mots. Ses yeux se posèrent sur Elina, qui continuait à sourire. C'était bien réel. « Non, au contraire, » murmura-t-il enfin. « Vous avez réussi quelque chose d'incroyable. » Elina releva la tête vers son père, ses grands yeux bleus emplis d'une lueur nouvelle. Alain sentit un frisson le traverser. Il y avait quelque chose chez Mireille. Quelque chose qu'il devait comprendre. Alain resta figé sur le seuil de la porte, incapable de détourner les yeux de la scène qui se déroulait sous ses yeux. Elina, sa fille, riait. Un rire sincère, léger, enfantin, un son qu'il n'avait plus entendu depuis l'accident, depuis que la vie avait basculé et que tout s'était figé dans un silence pesant. Et là, au milieu de cette chambre, dans une lumière matinale douce et apaisante, Mireille était assise près d'elle, souriante, tenant une poupée entre ses mains. Il ne comprenait pas comment cette jeune femme, une inconnue entrée dans leur maison la veille au soir, avait-elle réussi à briser la barrière qu'il tentait désespérément de franchir depuis 2 ans. Elina, depuis la disparition d'Émilie, s'était refermée sur elle-même, fuyant toute interaction, même avec lui. Aucun psychologue, aucune approche douce, aucun effort n'avait su la faire sortir de son mutisme. Pourtant, en l'espace de quelques heures, Mireille avait réussi ce qu'il pensait impossible. Elle releva les yeux et croisa son regard. Il y avait dans ses prunelles une hésitation, presque de la crainte, comme si elle attendait une réaction de sa part. Mais Alain était incapable de parler. Il ne savait même pas quoi ressentir. « Bonjour », dit-elle doucement, brisant la tension silencieuse. « J'espère que je ne me suis pas trop imposée. » Elina leva la tête vers son père, un sourire encore accroché à ses lèvres. Alain sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Non », souffla-t-il, secouant légèrement la tête. « Non, pas du tout. » Il s'avança lentement dans la pièce. Sentant le regard curieux de sa fille posé sur lui, il s'agenouilla près d'elle, comme pour mieux observer l'éclat retrouvé dans ses yeux. « Tu vas bien, ma chérie ?» Elle hocha la tête, ses petits doigts toujours serrés autour de la poupée que Mireille lui avait donnée. Alain sentit sa gorge se nouer.
Il posa une main légère sur ses cheveux blonds, les caressant doucement, comme s'il craignait que ce moment fragile ne s'efface d'un instant à l'autre. Mireille se redressa lentement, mal à l'aise d'avoir brisé une sorte d'équilibre invisible. « Je ne voulais pas interférer », murmura-t-elle. Elle s'est approchée de moi ce matin. J'étais sur le point de partir. Et puis, elle a pris ma main. Elle semblait elle-même étonnée de ce simple geste. Elina n'était pas une enfant qui se liait facilement. Alain le savait mieux que personne. Pourtant, elle avait tendu la main vers cette jeune femme, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Elle t'aime bien ?» dit-il plus pour lui-même que pour Mireille. Un silence s'installa. Mais ce n'était plus ce silence lourd et pesant qui hantait la maison depuis des années. C'était un silence différent, rempli de questions, d'émotions nouvelles et de possibilités insoupçonnées. Mireille baissa légèrement les yeux, incertaine de ce qu'elle devait dire ou faire. « Je vais descendre », murmura-t-elle. « Merci encore pour votre hospitalité. » Elle tourna les talons, mais au moment où elle franchissait la porte, la petite voix fluette d'Elina retentit dans la pièce. « Tu restes. » Alain écarquilla légèrement les yeux. C'était la première fois depuis des mois qu'elle adressait directement une demande à quelqu'un. Mireille s'arrêta, surprise. Elle tourna lentement la tête vers l'enfant qui la fixait avec une expression à la fois timide et suppliante. « Je ne veux pas te déranger, Elina. » La fillette secoua doucement la tête, comme si elle ne comprenait pas pourquoi Mireille devrait partir. Alain sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer cette demande. « Si tu veux rester encore un peu, » proposa-t-il doucement, presque à contre-cœur, car il se surprenait lui-même à espérer cette possibilité. Mireille hésita, puis acquiesça lentement. Le petit déjeuner fut un moment étrange. Alain n'avait plus eu l'habitude de partager ce repas avec quelqu'un d'autre qu'Elina. Et même lorsqu'ils étaient ensemble, le silence dominait la table. Pourtant, ce matin-là, quelque chose était différent. Mireille était là. Maladroite mais naturelle, s'efforçant de ne pas perturber un équilibre qu'elle sentait fragile, elle prit une tasse de café qu'Alain lui servit, le remerciant d'un simple regard. Elina, quant à elle, mangea plus que d'habitude, comme si la présence de la jeune femme lui donnait envie de participer à quelque chose de plus vivant, plus humain. Alain observait tout cela en silence, analysant chaque détail, chaque regard échangé entre les deux. « Vous comptiez aller où, aujourd'hui ?» demanda-t-il finalement à Mireille. Elle posa sa tasse et haussa légèrement les épaules. « Je n'ai pas encore décidé. Je vais chercher un autre travail, trouver un endroit où rester. » Alain réfléchit un instant. « Vous avez un métier, des qualifications particulières. » Elle esquissa un sourire timide. « J'ai toujours fait des petits boulots, serveuse, vendeuse, parfois un peu de secrétariat, mais rien de très impressionnant. » Un silence s'installa à nouveau. Alain jeta un regard vers Elina, qui semblait écouter attentivement leur conversation, ses grands yeux fixés sur eux. Puis, il prit une décision qui le surprit lui-même. « Vous pourriez rester ici quelques jours, au moins. » Mireille releva vivement la tête. « Pardon, je veux dire, Elina semble vous apprécier. Et je pense qu'elle a besoin de quelqu'un comme vous en ce moment. » Mireille ouvrit la bouche, cherchant quoi répondre, mais aucun mot ne lui vint immédiatement. « Bien sûr, » ajouta-t-il précipitamment. « Vous êtes libre de refuser. » Elle resta silencieuse un instant, réfléchissant à cette proposition inattendue. « Je ne veux pas profiter de votre gentillesse, » murmura-t-elle. « Vous ne profitez de rien. Si vous vous sentez mal à l'aise, considérez cela comme un travail temporaire. Restez avec Elina, juste le temps qu'elle retrouve un peu plus de lumière. » Mireille jeta un regard vers la petite fille, qui la regardait avec espoir. Elle soupira, puis hocha la tête. « D'accord. » Alain sentit un poids invisible se lever de sa poitrine. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais au fond de lui, il savait que cette décision allait changer bien plus de choses qu'il ne l'imaginait. Le soleil de l'après-midi inondait le salon du manoir des Champs. Réchauffant doucement la pièce autrefois froide et silencieuse, pour la première fois depuis des années, une atmosphère différente semblait flotter dans l'air. Alain, assis dans son fauteuil habituel près de la cheminée, observait discrètement Mireille et Elina, installées sur un tapis épais. Entourée de livres et de jouets, Elina riait encore. Un rire discret, certes, mais sincère. Chaque éclat de sa voix résonnait dans la poitrine d'Alain, provoquant en lui un mélange d'émerveillement et de confusion. Il n'arrivait pas à comprendre comment cette jeune femme, apparue dans leur vie par un simple hasard,
Avait-elle réussi à combler un vide qu'il croyait impossible à remplir? Il se souvenait encore des innombrables spécialistes qu'il avait engagés, tous persuadés de pouvoir ramener sa fille vers le monde. Tous avaient échoué, mais Mireille, sans efforts apparents, avait franchi les murs qu'Elina avait érigés. Mireille, de son côté, semblait à l'aise. Ses gestes étaient naturels. Sa voix douce, elle lisait à Elina une histoire, mimant les personnages avec des expressions exagérées qui faisaient rire la fillette. Chaque sourire d'Elina la réchauffait de l'intérieur, sans qu'elle sache exactement pourquoi. Il y avait entre elles une connexion qu'elle ressentait sans pouvoir expliquer. Alain finit par se lever, brisant le moment. « Vous avez faim ?» demanda-t-il, essayant de masquer la légère émotion dans sa voix. Elina leva la tête et hocha doucement la tête. Mireille tourna son regard vers lui, esquissant un sourire. « Un peu, oui, » admit-elle. « Parfait. Je vais demander à ce qu'on prépare quelque chose. » Mais Elina secoua la tête, puis pointa timidement du doigt Mireille. « Elle peut cuisiner ?» Alain cligna des yeux, surpris. C'était la première fois depuis si longtemps qu'Elina formulait une demande. Mireille sembla tout aussi étonnée. « Moi ?» demanda-t-elle en désignant sa propre poitrine. Elina hocha la tête, un sourire timide sur les lèvres. Mireille se redressa lentement, jetant un regard incertain à Alain. « Si ça ne vous dérange pas, je peux essayer ?» Alain mit un moment à répondre. Son esprit, encore sous le choc de la demande de sa fille, se reprenait peu à peu. « Non, bien sûr, la cuisine est au rez-de-chaussée. Faites comme chez vous. » Mireille esquissa un sourire sincère, suivi d'un petit hochement de tête. « Très bien, Elina. Tu viens m'aider. » La petite fille hocha vigoureusement la tête. Se levant d'un bond, ensemble, elles se dirigèrent vers la cuisine, laissant Alain seul dans le salon. Il s'approcha de la grande baie vitrée, observant le jardin baigné de lumière. Son reflet dans la vitre lui renvoyait un visage perplexe. Tout allait trop vite. Il ne connaissait presque rien de Mireille. Pourtant, elle avait déjà changé tant de choses. Comment expliquer cette alchimie soudaine entre elle et sa fille? Dans la cuisine, Mireille ouvrait les placards avec précaution, découvrant un espace moderne parfaitement entretenu. Elina, à ses côtés, la regardait attentivement, curieuse. « Alors, qu'est-ce que tu veux manger ?» demanda Mireille avec un clin d'œil. Elina haussa les épaules, pointant du doigt une corbeille de fruits. « Une tarte aux pommes, peut-être ?» proposa Mireille. La fillette acquiesça avec enthousiasme. « Parfait, allons-y. Mais tu vas devoir m'aider, hein, pour toute réponse. » Elina attrapa un tabouret pour pouvoir atteindre le plan de travail. Mireille ne put s'empêcher de sourire, alors qu'elle commençait à éplucher les pommes. Mireille sentit une étrange chaleur au fond de son cœur. Elle n'avait jamais eu de sœur, ni de proche à qui transmettre quoi que ce soit. Mais cette proximité avec Elina lui semblait étrangement familière, presque naturelle. « Tu es très douée », dit-elle doucement, regardant Elina découper soigneusement les fruits. La fillette leva les yeux, un sourire discret aux lèvres. Pour la première fois, Mireille sentit qu'elle pouvait briser ce silence sans effort. « Tu sais, ma mère adorait faire des tartes. Je pense qu'elle aurait aimé te rencontrer. » Elina pencha légèrement la tête, curieuse. « Elle est où, ta maman ?» Mireille se figea un instant. La question, bien que simple, la prit par surprise. « Elle est partie », murmura-t-elle après un silence, depuis longtemps. Elina baissa les yeux, comme si elle comprenait instinctivement ce que cela signifiait. Mireille lui adressa un sourire doux. « Mais tu sais quoi ? Elle disait toujours qu'on devait faire le bien autour de nous, sans rien attendre en retour. J'essaie de me souvenir de ça. » Elina releva la tête, l'air songeur. Mireille, touchée par l'attention sincère de la fillette, caressa doucement ses cheveux. « Allez, finissons cette tarte avant qu'elle ne refroidisse. » Pendant ce temps, Alain se tenait toujours dans le salon. Il pouvait entendre les éclats de rire et les bruits de cuisine venant de la pièce voisine. Un son qu'il n'avait pas entendu dans cette maison depuis si longtemps. Il ne pouvait ignorer plus longtemps ce sentiment. Il y avait quelque chose chez Mireille, quelque chose qu'il devait découvrir. Mais quoi ? Le parfum sucré de la tarte aux pommes se répandait doucement dans le manoir des champs. La cuisine, d'habitude froide et inutilisée, débordait d'une chaleur presque familière. Mireille, les joues encore rosies par la chaleur du four, en sortit la tarte dorée avec un sourire de satisfaction. À ses côtés, Elina observait attentivement, ses yeux bleus pétillants d'excitation. « Et voilà », annonça Mireille,
en posant délicatement le plat sur le comptoir. Mission accomplie, Elina esquissa un sourire. Un vrai, lumineux, Alain, appuyé contre l'encadrement de la porte, assistait à cette scène avec un mélange d'étonnement et de soulagement. Il n'avait jamais vu sa fille aussi vivante depuis Émilie. Chaque éclat de rire d'Elina était un rappel douloureux de tout ce qu'ils avaient perdu, mais aussi une promesse inattendue d'un renouveau. « Elle a l'air délicieuse », dit-il en entrant dans la cuisine. Mireille se retourna, visiblement un peu nerveuse. « Ce n'est pas grand-chose. Mais Elina a été une assistante formidable. »« J'en suis certain », répondit-il en jetant un regard attendri à sa fille. Ils s'installèrent ensemble autour de la grande table en bois. La tarte était simple, sans prétention, mais pour Alain, elle avait une signification particulière. C'était la première fois qu'un repas ressemblait à un moment partagé, et non à une formalité imposée par l'habitude. Pendant qu'ils dégustaient en silence, Alain observait Mireille, son sourire discret, ses gestes mesurés, cette façon qu'elle avait de parler doucement à Elina. Tout cela lui semblait étrangement familier. Il n'arrivait pas à s'empêcher de se demander qui était-elle vraiment ? Comment une simple serveuse pouvait-elle avoir une telle influence sur sa fille ? Après le repas, Elina, fatiguée par les émotions de la journée, monta dans sa chambre. Alain proposa à Mireille de s'asseoir un moment dans le salon, la lumière du soir filtrée à travers les grandes fenêtres, donnant à la pièce une atmosphère douce et feutrée. « Merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui », dit Alain en servant 2 tasses de thé. « Ce n'est rien, vraiment. Elina est une fille adorable. » Alain hocha la tête, les yeux perdus dans sa tasse. « Adorable, mais silencieuse depuis longtemps. » Vous êtes la première personne à lui redonner le sourire. Mireille baissa le regard, gênée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être. Parce qu'on se ressemble un peu. Alain leva les yeux vers elle. « Vous vous ressemblez ?» Elle hésita, puis répondit. « J'ai aussi perdu ma mère très jeune. Ce n'est pas la même chose. » Bien sûr, mais je crois que je comprends ce que c'est de se sentir seul. Ces mots frappèrent Alain plus fort qu'il ne l'aurait admis. Il se redressa légèrement, la fixant. « Vous avez dit que votre mère... » « Elle s'appelait Marcel, » répondit Mireille avec un sourire mélancolique. « C'était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle disait toujours qu'il fallait faire le bien, même sans rien attendre en retour. » Alain sentit son souffle se couper un instant. Cette phrase, « faire le bien, sans rien attendre en retour », il l'avait déjà entendue. Mais où ? Il se leva brusquement, s'approchant de la cheminée où trônait une vieille boîte en bois. Sous le regard intrigué de Mireille, il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des souvenirs d'une autre vie, des photos, des lettres, des souvenirs qu'il n'avait pas eu la force de regarder depuis 2 ans. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il sortit un petit carnet noir sur la première page. Une écriture délicate, Émilie Deschamps. Il feuilleta rapidement les pages, son regard s'arrêtant soudain sur une note écrite à la hâte. « Une femme, elle a sauvé Elina, elle m'a dit, fais toujours le bien, même sans rien attendre en retour. » Alain resta figé. Cette phrase, exactement la même. Il se retourna lentement vers Mireille, dont l'expression perplexe reflétait l'incompréhension. « Votre mère a-t-elle vécu à Paris ?» demanda-t-il, tentant de contrôler sa voix. « Oui, dans le 16e arrondissement. On ne roulait pas sur l'or, mais elle trouvait toujours un moyen d'aider les autres. Pourquoi ? Le cœur d'Alain battait à tout rompre. Et elle est morte comment ? Mireille baissa les yeux, les doigts serrés autour de sa tasse. Un accident. J'étais encore jeune. On ne m'a jamais dit grand-chose. J'ai seulement su qu'elle avait été victime d'un incendie, en tentant d'aider quelqu'un. Alain sentit une sueur froide descendre le long de sa nuque. Un incendie, le même jour que celui de l'accident qui avait coûté la vie à Émilie. « Vous souvenez-vous de la date ?» demanda-t-il dans un souffle. « Le 17 octobre. Pourquoi toutes ces questions ? Le 17 octobre ? La date de l'accident ?» Alain recula d'un pas. Les pensées brouillées, cela ne pouvait pas être une coïncidence. Une femme qui sauve Elina avant l'explosion de la voiture. Une phrase identique. La même date. Il leva les yeux vers Mireille, qui le regardait désormais avec inquiétude. « Monsieur Deschamps, tout va bien. » Il ne répondit pas immédiatement. Il y avait trop de choses à assimiler, mais une certitude commençait lentement à se dessiner dans son esprit. Cette jeune femme, apparue par hasard dans leur vie, n'était peut-être pas là par simple coïncidence. Il devait en savoir plus. La nuit était tombée sur le manoir Deschamps.
enveloppant la demeure d'un calme presque irréel. Pourtant, dans l'esprit d'Alain, le tumulte était total. Il arpentait le vaste salon, ses pas résonnant sur le parquet ciré. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il repensait à chaque mot prononcé par Mireille. « Fais toujours le bien, même sans rien attendre en retour. » Cette phrase, si anodine en apparence, avait réveillé en lui des souvenirs qu'il tentait désespérément d'oublier. Il pouvait presque entendre le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé, le fracas métallique, les cris étouffés, le hurlement des sirènes. 2 ans plus tôt, sous une pluie battante, la voiture dans laquelle Émilie et Elina se trouvaient avait dérapé avant de heurter une barrière. L'incendie s'était déclaré presque immédiatement. Alain était arrivé trop tard, juste à temps pour voir les flammes dévorer la carcasse du véhicule. Pourtant, Elina avait survécu, sauvée par une femme dont il n'avait jamais connu l'identité. Jusqu'à ce soir, il leva les yeux vers l'escalier qui menait à l'aile où dormaient Mireille et Elina. La maison, d'ordinaire si silencieuse, semblait respirer d'un souffle nouveau depuis l'arrivée de Mireille. Mais cette paix retrouvée était désormais troublée par les questions qui se bousculaient dans son esprit. Qui était vraiment Mireille? Comment sa mère, Marcel, avait-elle pu se trouver sur les lieux de l'accident ce soir-là? Et pourquoi Mireille ignorait-elle tout de cela, incapable de trouver le sommeil? Alain prit son téléphone et appela un contact de confiance. Philippe, un ancien inspecteur privé qu'il avait engagé pour des affaires délicates. « Philippe, j'ai besoin que tu retrouves les rapports de l'accident du 17 octobre. Celui survenu avenue Foch, tous les détails. Et surtout, informe-moi s'il y a mention d'une femme intervenue sur les lieux. Tout de suite, Alain. Je te rappelle dès que j'ai quelque chose. » La conversation terminée, Alain se laissa tomber sur le canapé. Il ferma les yeux, tentant de calmer son esprit. Pourtant, une image persistait. Mireille, souriante, lisant une histoire à Elina et sa fille, éclatant de rire comme si rien n'avait jamais brisé leur monde. Au petit matin, un rayon de soleil perça les rideaux épais du salon. Alain, qui n'avait dormi que par intermittence, se leva au son d'un léger tapement à la porte. C'était Philippe, l'homme, la cinquantaine, au visage marqué par les années passées dans la police, tenait une enveloppe épaisse. « J'ai tout ce que tu m'as demandé » dit-il en tendant l'enveloppe, « les rapports officiels, les témoignages, et une information qui risque de t'intéresser. » Alain ouvrit l'enveloppe avec précaution. Les premières pages, d'après le témoignage d'un passant, elle aurait extrait une enfant du véhicule en feu avant de disparaître. Elle aurait prononcé ces mots « Fais toujours le bien », même sans rien attendre en retour. Aucun autre détail sur son identité. Alain sentit son cœur s'arrêter. Il passa nerveusement la main dans ses cheveux, avant de relever les yeux vers Philippe. « Et la suite ?» Philippe haussa les... « Mais les coïncidences me sont troublantes, tu ne trouves pas ?» Alain se laissa tomber sur le canapé. Marcel Moreau, le nom résonnait dans sa tête. La mère de Mireille. Il ferma les yeux. Tout commençait à s'emboîter. Marcel avait sauvé Elina. Mais comment expliquer l'incendie qui lui avait coûté la vie? Pourquoi avait-elle disparu sans que personne ne puisse faire le lien? Dans le couloir, un rire léger demanda-t-elle, inquiète. Alain prit une profonde inspiration. Il se leva, tenant encore les documents dans ses mains. « J'ai besoin de vous poser une question, Mireille, à propos de votre mère. » Mireille se figea. « Ma mère? Oui, Marcel. Vous m'avez dit qu'elle était morte dans un incendie. Vous souvenez-vous exactement de ce que l'on vous a dit à ce sujet ?» Mireille fronça les sourcils, déstabilisée par la question. « J'étais petite. Je n'ai que des souvenirs flous. On m'a dit qu'elle avait été victime d'un incendie dans notre immeuble. Je me souviens seulement qu'elle devait sortir pour une course ce jour-là. Mais elle n'est jamais revenue. » Alain serra les dents. Les dates correspondaient, l'heure, le lieu. Tout pointait vers la même vérité. Marcel Moreau était la femme qui avait sauvé Elina. Pourquoi ces questions? Monsieur Deschamps, murmura Mireille. Il baissa les yeux vers sa fille, qui tenait doucement la main de Mireille. Parce que je crois que votre mère a sauvé Elina le soir où ma femme est morte. Mireille resta figée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. Elle leva un regard choqué vers Alain, comme si elle n'avait pas compris ce qu'il venait de dire. Ce n'est pas possible. J'ai les rapports, les témoignages, tout concorde. Votre mère était là. Elle a risqué sa vie pour sauver ma fille. Le silence tomba dans la pièce.
lourd, presque insupportable. Mireille, le visage pâle, recula d'un pas, comme si la révélation venait de briser un mur invisible entre elle et cette famille qu'elle croyait ne connaître que depuis hier. Alain avança d'un pas. « Mireille, votre mère a donné sa vie pour sauver Elina. Vous êtes ici pour une raison. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Mireille tourna brusquement les talons. Quittant le salon sans un mot, Alain resta là, figé, incapable de la suivre. La vérité venait d'émerger, mais le prix de cette vérité allait peut-être leur coûter bien plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Mireille marchait rapidement dans le long couloir du manoir, ses pas résonnant sur le parquet ciré. Son esprit était en ébullition. Chaque mot prononcé par Alain tournait en boucle dans sa tête. « Votre mère a donné sa vie pour sauver Elina. » Comment cela pouvait-il être possible? Sa mère, Marcel, morte dans un incendie, elle n'avait jamais su les détails. Personne ne lui avait jamais expliqué ce qu'elle croyait être un simple accident domestique. Tentant de reprendre son souffle, ses yeux se posèrent sur le petit sac qu'elle avait apporté avec elle. Posé sur la chaise près du lit, avec des gestes fébriles, elle l'ouvrit et en sortit la vieille photo de sa mère qu'elle gardait toujours près d'elle. Le visage doux et souriant de Marcel la fixait. « Maman, qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» murmura-t-elle. Elle s'assit sur le lit, serrant la photo contre sa poitrine. Si ce qu'Alain disait était vrai, alors toute sa vie était fondée sur un mensonge. Pourquoi personne ne lui avait dit que sa mère avait été une héroïne? Pourquoi avait-elle grandi en pensant que Marcel était morte dans un simple accident? De l'autre côté de la porte, Alain hésitait. Il s'était précipité après elle, mais à présent, il se sentait incapable de frapper. Il entendait à peine ses propres pensées, brouillées par la révélation qu'il venait de partager. Il revoyait la scène dans sa tête, la voiture en flammes, le chaos, et cette silhouette féminine aperçue par les témoins. Une femme qui avait sauvé Elina avant de disparaître. Il se souvenait des heures passées à questionner les secours, les policiers. Personne n'avait jamais pu identifier celle qui avait risqué sa vie. Aujourd'hui, tout prenait sens. Marcel Moreau, il prit une profonde inspiration et frappa doucement à la porte. « Mireille, c'est Alain. Est-ce que je peux entrer ?» Un silence, puis un faible « Oui ». Lorsqu'il entra, il la trouva assise sur le lit, la photo de sa mère entre les mains. Elle releva la tête, ses yeux légèrement rougis, mais son regard plus déterminé que jamais. « Dites-moi tout. Je veux savoir ce que vous avez appris. » Alain s'assit sur le fauteuil près de la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, donnant à la pièce une teinte dorée. Il posa sur ses genoux l'enveloppe contenant les rapports que Philippe lui avait remis. « Après l'accident, commença-t-il, sa voix hésitante. J'ai cherché pendant des semaines à savoir qui avait sauvé ma fille. Les secours avaient retrouvé Elina assise sur le trottoir, trempée, choquée, mais vivante. Un témoin a dit qu'une femme l'avait tirée de la voiture avant qu'elle n'explose. Cette femme aurait prononcé une phrase particulière. « Fais toujours le bien, même sans rien attendre en retour », compléta Mireille dans un souffle. Alain acquiesça lentement. Exactement, cette phrase. Mireille serra la photo de sa mère encore plus fort. C'était sa devise. Elle me la répétait sans cesse. Alain poursuivit. Ce qui m'a surpris, c'est qu'au même moment, un autre incident s'est produit non loin du lieu de l'accident. Un incendie domestique. Une femme est morte ce soir-là, Marcel Moreau. Mon immeuble, murmura Mireille. On m'a toujours dit que c'était un accident. Je pense qu'après avoir sauvé Elina, votre mère est retournée chez elle. Peut-être qu'elle était blessée. Peut-être que quelque chose est arrivé en chemin, ce que je sais. C'est que les dates, les heures et les témoignages coïncident parfaitement. Mireille secoua la tête, incrédule. Mais pourquoi personne n'a fait le lien? J'ai demandé la même chose, mais sans témoin direct et avec le chaos de cet accident, personne n'a pensé à relier les deux événements. Un long silence s'installa. Mireille contemplait la photo de sa mère, des souvenirs flous remontant à la surface, les éclats de rire partagés, les moments simples, et maintenant, la possibilité que Marcel soit morte en héroïne. Un acte de bravoure qu'elle ignorait jusqu'alors. Alors si tout cela est vrai, pourquoi suis-je ici? Pourquoi maintenant? Alain croisa les bras, le regard sérieux. C'est ce que je tente de comprendre. Vous êtes entré dans ma vie par hasard, mais ma fille vous a accepté instantanément. Et maintenant,
J'apprends que vous êtes la fille de la femme qui lui a sauvé la vie. Ce ne peut pas être une simple coïncidence. » Mireille releva les yeux vers lui. « Vous croyez au destin ?» Alain prit un moment avant de répondre. « Avant, non. Mais aujourd'hui, je commence à me demander. » Le regard de Mireille se perdit dans le vide. Ma mère disait toujours que faire le bien était une façon de laisser une trace, même dans la vie des inconnus. Peut-être qu'elle savait, au fond d'elle, que nos chemins se croiseraient un jour. Alain se leva lentement. Je ne sais pas ce que cela signifie encore, mais ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Votre mère nous a offert un second souffle, en sauvant Elina, et je pense que vous avez encore quelque chose à nous apprendre. Mireille se leva à son tour, plus déterminée. Alors, découvrons la vérité. Ensemble. Alain acquiesça. Ensemble. Dans le couloir. Elina observait la scène en silence. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait une chose. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur. Mireille était là. Et peut-être, juste peut-être, leur famille était en train de se reconstruire. Le manoir des Champs semblait baigné dans une atmosphère suspendue. Chaque pièce respirait un silence tendu, chargé d'émotions contenues. Alain et Mireille étaient assis dans le salon, face à face, la lourde enveloppe de documents posée entre eux sur la table basse. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux épais, illuminant la poussière en suspension dans l'air. Elina jouait dans le jardin, insouciante, inconsciente des vérités qui s'apprêtaient à être révélées. Alain observait Mireille. Son visage était calme, mais ses mains légèrement tremblantes trahissaient sa nervosité. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à lui dire changerait tout. Il avait passé une partie de la nuit à relire les rapports, recoupant chaque détail. Plus il lisait, plus une vérité implacable se dessinait. La vie de Mireille et la sienne étaient liées bien avant leur rencontre. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Mireille hocha la tête. « Je dois savoir. » Alain ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit les documents. Il posa une photo sur la table, une image en noir et blanc, légèrement floue, montrant la carcasse d'une voiture calcinée. Mireille blêmit. « C'est celle de l'accident. »« Oui, » répondit Alain en baissant les yeux. « C'était le soir où j'ai perdu Émilie. Mais c'est aussi la nuit où votre mère a sauvé Elina ?» Il fit glisser un second document vers Mireille. Ce rapport mentionne une femme non identifiée aperçue sur les lieux qui a sorti une enfant de la voiture avant de disparaître. Aucun nom, aucune description précise, seulement cette phrase. « Fais toujours le bien, même sans rien attendre en retour. » Mireille passa une main tremblante sur la feuille. « Ma mère. » Sa voix se brisa. Alain la laissa un instant reprendre son souffle. Il comprenait ce qu'elle ressentait. Lui aussi avait été confronté à la perte. À ce vide insupportable. « Il y a autre chose, » dit-il enfin. « J'ai fait des recherches. L'incendie dans votre immeuble s'est produit moins d'1 heure après l'accident. Comment cela peut-il être lié ?» demanda Mireille, levant vers lui un regard implorant. « J'ai interrogé Philippe, l'enquêteur. Il a trouvé un témoin. Une voisine, elle se souvient que votre mère est revenue en courant ce soir-là, couverte de suie, visiblement blessée. Elle semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Puis, l'incendie s'est déclaré. Mireille écoutait sans bouger, comme pétrifiée. Cela signifie que... » commença-t-elle avant de s'interrompre. « Vous croyez qu'elle a été blessée en sauvant Elina, et que c'est ce qui a causé l'incendie. » Alain se passa la main dans les cheveux, signe de sa propre frustration. « C'est une hypothèse. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que votre mère a fait un choix ce soir-là. Elle a préféré sauver Elina plutôt que de se sauver elle-même. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Mireille fixait la photo, perdue dans ses pensées. « J'ai grandi en croyant qu'elle était morte dans un accident banal. Mais en réalité, elle est morte en héroïne. » Ces mots résonnèrent dans la pièce. Une vérité simple, mais bouleversante. Alain sentit un pincement au cœur. Il savait que la gratitude ne suffirait jamais à combler la perte que Mireille avait subie. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix rauque. « Si j'avais su plus tôt... » Mireille releva la tête, ses yeux brillants mais résolus. « Ce n'est pas votre faute. Ma mère a fait ce qu'elle pensait être juste. Et moi, je suis ici aujourd'hui. Peut-être que c'est elle qui m'a guidé jusqu'à vous. » Alain resta silencieux. Il n'avait jamais été un homme superstitieux. Mais tout cela semblait trop parfait pour n'être qu'une coïncidence. « Vous savez, » reprit Mireille, « quand j'étais petite, elle me racontait des histoires.
toujours sur des gens ordinaires qui faisaient des choses extraordinaires. Je crois qu'elle voulait me montrer que le bien existe partout, même dans la douleur. Alain écoutait en silence. Plus il entendait Mireille parler de sa mère, plus il se sentait coupable. Marcel avait sauvé ce qu'il avait de plus précieux, et pourtant, Mireille avait grandi seule, sans jamais connaître la vérité. « Vous auriez dû savoir, » dit-il finalement. « Vous auriez dû connaître le rôle qu'elle a joué. » Mireille sourit tristement. « Peut-être que je le découvre au bon moment. Après tout, Elina semble avoir besoin de moi, et moi, peut-être que j'avais besoin d'elle. » Ces mots touchèrent profondément Alain. Depuis l'arrivée de Mireille, Elina s'était ouverte comme jamais. La petite fille qui refusait de parler, enfermée dans son propre monde depuis la mort de sa mère, avait retrouvé le sourire, et cela, il le devait à cette jeune femme qui portait en elle l'héritage d'un acte de bravoure. « Vous restez ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. Mireille le regarda longuement, puis jeta un œil à travers la fenêtre, où Elina jouait sous les rayons du soleil. « Si vous le voulez bien, oui. » Alain hocha la tête. « J'aimerais que vous fassiez partie de cette maison, pas comme une invitée, » murmura Mireille, devinant ses intentions, mais comme quelqu'un qui a toujours dû y être. Exactement, pour la première fois, un véritable sourire se dessina sur le visage d'Alain, un sourire sincère, débarrassé du poids des années de douleur. Dehors, Elina, insouciante, leva la main pour saluer Mireille à travers la fenêtre. La jeune femme répondit par un signe discret. Oui, elle allait rester, pour Elina, pour Alain et pour Marcel, parce que la vérité avait été douloureuse. Mais elle avait aussi ouvert la voie à une nouvelle vie. Le manoir des champs baignait dans la lumière dorée du crépuscule. Les ombres s'étiraient sur les murs décorés d'œuvres d'art. Projetant des formes familières et pourtant différentes, quelque chose avait changé dans cette maison. Le silence oppressant, qui pesait depuis si longtemps, avait cédé la place à une atmosphère plus douce, presque chaleureuse. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, les esprits d'Alain et de Mireille restaient troublés. Alain était dans son bureau, une pièce vaste et lumineuse, aux hautes fenêtres donnant sur le jardin. Il tenait entre ses mains un vieux carnet en cuir. Celui d'Émilie, les pages jaunies, portaient les traces de ses pensées, ses souvenirs et ses rêves. Alain avait évité de l'ouvrir pendant 2 ans. Mais maintenant, il ressentait un besoin viscéral de plonger dans le passé. Peut-être trouverait-il des réponses. Il tourna lentement les pages, ses doigts glissant sur l'écriture élégante d'Émilie. Soudain, une note attira son attention. Elle était datée de la semaine précédant l'accident. « J'ai rencontré une femme aujourd'hui. Elle s'appelle Marcel. Une personne simple, mais avec une lumière rare. Nous avons parlé longtemps. Elle m'a dit « Le bien attire toujours le bien, même quand on ne le voit pas. » Cette phrase me reste dans la tête. Étrange. Non. Alain sentit son cœur se serrer. Marcel, sa femme l'avait donc connu. Cela n'était pas une simple coïncidence. Les liens entre leurs vies étaient un plus profonds qu'il ne l'avait imaginé. Mais pourquoi Émilie n'en avait-elle jamais parlé? Pendant ce temps, Mireille se tenait sur le balcon de la chambre d'amis. Le vent léger caressait son visage, emportant avec lui les fragrances florales du jardin. En bas, Elina jouait tranquillement avec un ballon, ses rires résonnant doucement. Mireille sourit en la regardant. Depuis qu'elle était ici, la petite fille s'ouvrait de plus en plus. Pourtant, dans un coin de son esprit, la confusion persistait. Sa mère connaissait Émilie Deschamps. Cela voulait dire qu'il y avait encore des choses à découvrir. Elle serra dans sa main la photo de Marcel, tant de questions sans réponse. Pourquoi Marcel avait-elle rencontré Émilie? Était-ce cette rencontre qui l'avait conduite à cet accident fatal? Une partie d'elle avait peur de découvrir la vérité, de réveiller des blessures plus profondes encore. Mais elle savait que la seule façon d'aller de l'avant était de comprendre. Elle descendit lentement l'escalier principal, ses pas résonnèrent dans le hall, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant la porte du bureau d'Alain. Elle leva la main, hésita, puis frappa doucement. « Entrez », répondit la voix calme d'Alain. Mireille poussa la porte. Alain était assis derrière son grand bureau, le carnet d'Émilie ouvert devant lui. Son visage semblait plus détendu, mais ses yeux portaient encore une lueur d'incertitude. « Je vous dérange ?» demanda Mireille. « Pas du tout. Entrez. J'étais justement en train de lire quelque chose que vous devriez voir. » Elle s'approcha prudemment. Alain tourna le carnet vers elle.
pointant du doigt une page précise. C'est Émilie qui a écrit cela. Apparemment, elle avait rencontré votre mère quelques jours avant l'accident. Mireille lut la note, ses yeux s'élargissant à mesure que les mots s'imprimaient dans son esprit. Elle se connaissait. Oui, et cette phrase « Le bien attire toujours le bien ». Mireille se laissa tomber sur la chaise face à Alain. Elle disait toujours ça, ma mère. Je ne savais pas qu'elle avait rencontré votre femme. Moi non plus. Émilie n'en avait jamais parlé. Mais si elle se connaissait, cela expliquerait beaucoup de choses. Ils restèrent un moment silencieux, absorbés par cette révélation. Vous pensez qu'Émilie aurait pu demander de l'aide à ma mère ce soir-là ? Murmura Mireille. Peut-être. Mais pourquoi ? Émilie était avec Elina, rentrant simplement à la maison. Je n'ai jamais su ce qu'il s'était passé avant l'accident. Mireille baissa la tête. Il faut en avoir le cœur net. Vous avez raison. Alain referma doucement le carnet. Il y a quelqu'un qui pourrait nous en dire plus. Une amie proche d'Émilie, Sophie Delarue. Elles étaient inséparables. Si Émilie avait rencontré votre mère, Sophie serait au courant. Alors, rencontrons-la. Le lendemain matin, sous un ciel parisien légèrement nuageux, Alain et Mireille se rendirent dans un petit appartement situé dans le Marais. L'immeuble ancien avait conservé tout son charme d'époque. Alain frappa à la porte. Après quelques instants, une femme élégante d'une quarantaine d'années leur ouvrit. Ses traits s'adoucirent en voyant Alain, mais se crispèrent légèrement en apercevant Mireille. « Alain, cela fait si longtemps. Bonjour Sophie. Merci de nous recevoir. » Elle s'effaça pour les laisser entrer. « Qui est cette jeune femme ?» demanda-t-elle en les conduisant vers le salon. « C'est une longue histoire, » répondit Alain. « Mais nous avons besoin de vous poser des questions à propos d'Émilie et de Marcel Moreau. » Sophie s'arrêta net. « Marcel ?» Mireille sentit son cœur s'accélérer. « Vous la connaissiez ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Sophie se tourna lentement vers elle, ses yeux soudain remplis de souvenirs douloureux. « Bien sûr que je la connaissais, Marcel. Elle avait un secret, et je pense qu'il est temps que vous le sachiez. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Mireille, immobile, fixait Sophie, le souffle suspendu. Le mot secret résonnait dans sa tête, éveillant 1000 questions. Alain, assis près d'elle, si près, fronça légèrement les sourcils, cherchant à comprendre l'ampleur de cette révélation inattendue. Sophie, de son côté, semblait hésitante. Elle s'assit face à eux, croisant les mains sur ses genoux, comme si elle cherchait les mots justes. « Je ne sais pas par où commencer, » murmura-t-elle. « Par le début ?» répondit doucement Alain. « Ce que vous savez pourrait tout changer. » Sophie hocha la tête et inspira profondément. Marcel n'était pas une simple inconnue pour Émilie. Elle se connaissait depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Mireille se pencha légèrement en avant, son cœur battant à tout rompre. « Comment ça ? Ma mère ne m'a jamais parlé d'elle. » Elles se sont rencontrées il y a plus de 10 ans, à l'époque. Émilie faisait du bénévolat dans un centre d'aide aux femmes en difficulté. Marcel y venait régulièrement. Elles ont rapidement tissé un lien très fort. Émilie admirait sa force, sa gentillesse, et surtout sa capacité à voir le bien en chacun, malgré les épreuves. Alain cligna des yeux, surpris. « Je ne savais rien de tout cela. Pourquoi Émilie ne m'en a-t-elle jamais parlé ? » « Peut-être qu'elle voulait vous protéger, » répondit Sophie en baissant les yeux. Marcel portait un fardeau lourd, un fardeau. Elle avait fui une relation dangereuse, quelqu'un qui lui voulait du mal. Elle craignait pour sa vie et celle de sa fille. Mireille sentit son estomac se nouer. Vous voulez dire que quelqu'un cherchait à lui faire du mal ? Oui, elle n'en parlait jamais en détail, mais elle savait qu'elle ne serait jamais en sécurité. Émilie l'a beaucoup aidée, lui a trouvé un logement, un travail stable. Votre mère lui en était très reconnaissante. Elles sont devenues presque comme des sœurs. Mireille sentit ses mains devenir moites. Toutes ces années, elle avait ignoré cette partie de la vie de sa mère, une amitié secrète avec la femme de cet homme qu'elle venait à peine de rencontrer. Mais, si elles étaient si proches, pourquoi ma mère n'a-t-elle jamais parlé d'Émilie ? Pourquoi je n'en savais rien ? Sophie secoua la tête, l'air peiné. Parce qu'elle voulait vous protéger. Marcel savait que son passé pouvait vous mettre en danger. C'est aussi pour cela qu'elle est restée discrète. Qu'elle a choisi une vie simple, loin des regards. Alain croisa les bras, son regard devenant plus sombre. Et l'accident. Ce soir-là, pourquoi étaient-elles ensemble ? Sophie hésita, puis se leva pour attraper un petit carnet dans une bibliothèque.
Elle l'ouvrit à une page précise et le tendit à Alain. Émilie m'avait confié qu'elle devait retrouver Marcel ce soir-là. Elle n'a jamais expliqué pourquoi, mais elle m'a laissé une note. Marcel a quelque chose d'important à me dire. Peut-être que cela changera tout. Mireille lut les mots par-dessus l'épaule d'Alain. Son souffle se coupa. Vous croyez que l'accident n'était pas un simple accident ? Un frisson parcourut l'échine d'Alain. L'idée que tout cela puisse être lié, que la mort d'Émilie ne soit pas le fruit du hasard, l'effrayait. Vous pensez que quelqu'un les a suivis ce soir-là ? Insista-t-il. Sophie secoua la tête. Je ne peux pas l'affirmer, mais Marcel semblait très inquiète ces derniers temps. Elle m'avait même dit qu'elle craignait que son passé la rattrape. Mireille serra les poings. Quel passé ? Qui était cet homme dont elle avait peur ? Sophie détourna le regard. Je ne sais pas. Elle refusait d'en parler. Mais elle portait toujours cette peur en elle. Et le soir de l'accident, j'ai senti qu'elle savait que quelque chose allait se produire. Un silence pesant s'installa. Alain se leva brusquement, faisant quelques pas dans la pièce. Tout cela ne peut pas être une coïncidence, Marcel. Émilie, cet accident, il faut creuser. Mireille releva la tête, déterminée. Je veux connaître la vérité. Je veux savoir pourquoi ma mère a risqué sa vie pour Elina. Et surtout, je veux savoir qui est cet homme. Sophie les observa tous les deux, puis soupira. Dans ce cas, il y a une personne que vous devriez rencontrer. Quelqu'un qui en sait peut-être plus que moi. Alain se retourna, les sourcils froncés, dit « Mais qui ? Un certain Victor Renard. C'était un ami proche de Marcel. Bien avant qu'elle ne vienne à Paris, je crois qu'il sait ce qu'elle fuyait. » Mireille sentit son cœur se serrer. « Et vous savez où nous pouvons le trouver ? La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans un atelier de restauration d'art près de Montmartre. » Alain échangea un regard déterminé avec Mireille. « Alors, c'est là que nous irons. » Mireille acquiesça, la mâchoire serrée. Plus de secret. Il est temps de découvrir la vérité. Sophie les raccompagna jusqu'à la porte. Avant qu'ils ne partent, elle posa doucement la main sur l'épaule de Mireille. « Votre mère était une femme exceptionnelle. N'oubliez jamais ça. » Mireille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je le sais, et je vais lui rendre justice. » Alors qu'ils descendèrent les marches de l'immeuble, Alain sentit le poids de la mission qui les attendait, le passé de Marcel, la mort d'Émilie. L'accident, tout cela formait un puzzle dont les pièces commençaient enfin à s'emboîter. Il savait que la vérité était plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé, mais il sentait aussi que cette vérité aurait un prix. La brise fraîche du matin caressait doucement les rues pavées de Montmartre. La colline, encore silencieuse à cette heure matinale, semblait retenir son souffle. Alain et Mireille gravissaient lentement la rue Le Pic, leurs pas résonnant dans une atmosphère paisible mais tendue. La veille, ils avaient appris que Victor Renard, un vieil ami de Marcel, travaillait dans un petit atelier de restauration d'art, niché dans une ruelle discrète. C'était peut-être leur dernière chance d'obtenir des réponses. Mireille serrait les poings le long de son corps. Son cœur battait à tout rompre. Elle se souvenait vaguement du nom de Victor. Sa mère l'avait mentionné 1 ou 2 fois, mais sans jamais entrer dans les détails. Aujourd'hui, ce nom portait le poids du mystère. Pourquoi Marcel avait-elle fui son passé ? Et surtout, pourquoi ce passé semblait-il lié à la mort d'Émilie ? « Vous êtes sûre de vouloir faire ça ?» demanda Alain en jetant un coup d'œil à Mireille. « Je dois savoir » répondit-elle sans hésiter. « Si Victor détient la clé du passé de ma mère, alors je veux entendre la vérité. » Peu importe ce qu'elle révèle, Alain hocha la tête. Lui aussi avait besoin de comprendre. Les fragments d'informations qu'ils avaient réunis jusqu'à présent formaient un tableau incomplet. Ils pressentaient que la rencontre avec Victor Renard allait tout changer. Ils s'arrêtèrent devant une petite porte en bois usée, surmontée d'une enseigne discrète. Atelier Renard, restauration d'art. La vitrine montrait des toiles anciennes en cours de restauration et des sculptures recouvertes de draps. Mireille inspira profondément, puis frappa, quelques instants plus tard. La porte s'ouvrit. Un homme d'une 60aine d'années apparut. Ses cheveux gris, ramenés en arrière, encadraient un visage marqué par le temps. Ses yeux, d'un bleu perçant, se plissèrent légèrement lorsqu'il aperçut Alain et Mireille. « Bonjour », murmura-t-il. « Que puis-je faire pour vous ?» Mireille hésita, puis s'avança. « Vous êtes Victor Renard ?» L'homme acquiesça, son regard se durcissant légèrement. « Oui, c'est moi.
Je suis Mireille Moreau. Victor pâlit légèrement, reculant d'un pas. Mireille Moreau, la fille de Marcel Moreau. Un silence pesant s'abattit. Victor porta une main tremblante à sa bouche, comme s'il venait d'apercevoir un fantôme. Marcel, cela fait tant d'années. Entre, nous devons parler. Ils pénétrèrent dans l'atelier. L'endroit était baigné d'une douce lumière naturelle, filtrée par de grandes fenêtres, des toiles restaurées recouvraient les murs, et l'odeur du vernis flottait dans l'air. Victor les invita à s'asseoir autour d'une table en bois. Il resta debout un moment, le regard perdu. « Tu ressembles tant à ta mère », murmura-t-il finalement en se tournant vers Mireille. « Vous la connaissiez bien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous étions proches, très proches, Marcel. C'était une femme exceptionnelle, forte, mais tourmentée. » Alain s'avança légèrement. « Nous avons appris qu'elle avait un passé compliqué, qu'elle fuyait quelqu'un. Qui était-ce » Victor baissa la tête. Ses épaules s'affaissèrent, comme si un fardeau invisible pesait sur lui. « J'ai toujours su que ce jour viendrait, » dit-il dans un souffle, « que quelqu'un viendrait poser ces questions. » Il fit une pause, cherchant ses mots. Marcel a fui un homme puissant, un homme dangereux. Il s'appelait Gabriel Fournier, un nom discret. Mais derrière cette façade se cachait un réseau d'affaires illégales. Marcel avait découvert ses secrets. Elle avait menacé de tout révéler. Mireille sentit sa gorge se nouer. Et alors, il la traquait. Partout où elle allait, il la retrouvait. Votre mère a tout abandonné pour vous protéger. Elle savait qu'en restant près de lui, elle risquait de tout perdre. Alain fronça les sourcils. Et le lien avec ma femme, Émilie? Victor le regarda longuement avant de répondre. Émilie voulait aider Marcel. Elles ont échafaudé un plan pour faire tomber Gabriel Fournier. Elles avaient rassemblé des preuves. Le soir de l'accident, elles devinrent se rencontrer pour tout révéler aux autorités. Mireille sentit le sang se retirer de son visage. Vous voulez dire que l'accident n'était pas un accident? Victor ferma les yeux, la douleur se lisant sur son visage. J'ai longtemps pensé que non. Ce soir-là, Marcel m'a appelée. Elle était terrifiée. Elle savait que Gabriel savait. Alain se leva brusquement. Cela veut dire qu'Émilie est morte parce qu'elle voulait aider Marcel? Victor hocha la tête, les yeux embués, et Marcel a donné sa vie pour sauver Elina. Mireille recula son siège, la respiration haletante. Tout s'effondrait. Sa mère, morte en héroïne, Émilie, victime d'une vérité cachée. Pourquoi personne n'a jamais enquêté? Pourquoi tout cela a été enterré? Victor serra les dents. Parce que Gabriel Fournier avait le pouvoir d'étouffer toute l'affaire. Mais vous êtes là maintenant. Vous pouvez faire éclater la vérité. Alain posa une main réconfortante sur l'épaule de Mireille. Nous allons faire tomber cet homme. Pour Marcel. Pour Émilie. Mireille releva la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Pour Elina, ils se levèrent ensemble. Déterminés, le passé avait laissé des cicatrices profondes, mais la vérité, enfin révélée, leur donnait une nouvelle force. Le combat ne faisait que commencer. Le vent frais de Montmartre balayait les rues étroites, alors qu'Alain, Mireille et Victor descendaient en silence la colline. Leurs visages, fermés et graves, trahissaient l'intensité de ce qu'ils venaient de découvrir. Chaque mot prononcé par Victor dans cet atelier résonnait encore dans l'esprit de Mireille. Gabriel Fournier, ce nom désormais gravé dans sa mémoire, portait le poids de son passé, de la mort de sa mère et du drame qui avait détruit la famille Deschamps. Mireille marchait en tête, le visage tendu. Ses doigts se serraient et se desserraient nerveusement. Tout était clair à présent. L'accident qui avait coûté la vie à Émilie n'était pas un simple hasard. Sa mère et Émilie avaient été sur le point de révéler la vérité sur un homme dangereux, un homme prêt à tout pour protéger ses secrets. « Nous devons trouver des preuves », lança-t-elle soudainement, brisant le silence. Des preuves concrètes qui relient Gabriel Fournier à l'accident. Alain, qui marchait juste derrière elle, accéléra le pas pour la rattraper. « Victor, vous avez mentionné des documents, des preuves que Marcel et Émilie avaient rassemblées. Savez-vous où elle pourrait être ?» Victor secoua la tête, le regard sombre. Marcel n'a jamais voulu me dire où elle cachait ses informations. Pour elle, c'était trop dangereux. Mais je sais qu'Émilie conservait toujours une copie des choses importantes. « Une copie ?» demanda Alain, son regard se durcissant. Victor hocha la tête. « Oui, Émilie avait un coffre à la banque. Je m'en souviens parce qu'elle me l'avait mentionné un jour, en plaisantant.
Elle disait que certains secrets devaient être protégés, même des personnes que l'on aime. Alain s'arrêta brusquement. Le coffre à la banque, j'avais oublié son existence. Mireille se tourna vers lui, les sourcils froncés. Vous pouvez y accéder? Oui, j'ai toujours eu une clé, mais je n'y ai jamais pensé. Je croyais que c'était un simple espace de rangement pour des souvenirs. Un regain d'énergie et d'espoir traversa le groupe. Alors nous devons y aller, tout de suite, déclara Mireille avec détermination. Ils prirent un taxi en direction du centre de Paris. Le trajet se fit dans un silence tendu, chacun absorbé dans ses pensées. Mireille, regardant par la fenêtre, repensait à tous ces moments passés dans l'ignorance. Sa mère, Émilie, Gabriel Fournier, toutes ces pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Mais à quel prix? Alain, assis à ses côtés, observait la ville défiler. Il se souvenait des jours heureux passés avec Émilie. Il se rappelait ses sourires, sa douceur, son rire. Si ces documents confirmaient ce qu'il soupçonnait, alors tout ce qu'il avait cru savoir sur la mort de sa femme allait s'effondrer. Lorsqu'ils arrivèrent à la banque, un bâtiment ancien en pierre blanche, Alain se dirigea directement vers le comptoir. « J'aimerais accéder à mon coffre personnel, s'il vous plaît », déclara-t-il avec fermeté. La réceptionniste, reconnaissant immédiatement le nom Deschamps, acquiesça rapidement. « Bien sûr. Monsieur Deschamps, suivez-moi, je vous prie. » Ils descendirent un escalier étroit menant à la salle des coffres. L'endroit était froid, éclairé par une lumière blanche presque clinique. Alain inséra la clé dans la serrure. Un déclic résonna, brisant le silence, lorsqu'il ouvrit la porte métallique. Une boîte en bois verni apparut. Alain la souleva avec précaution et la déposa sur une table. Mireille retint son souffle. Victor s'approcha légèrement, les bras croisés. Alain ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur, plusieurs documents soigneusement rangés, un petit carnet noir et une clé USB. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Mireille. Alain prit la clé USB, la tenant entre ses doigts. « Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. » Victor pointa le carnet. « Regardez ça. » Alain l'ouvrit. La couverture portait le prénom Émilie, écrit de sa main. Il tourna les pages, lisant à voix haute certains passages. « Gabriel Fournier. Affaires illégales. Transfert bancaire suspect. Rendez-vous le 17 octobre avec Marcel pour récupérer les preuves. » La voix d'Alain se brisa. « Le 17 octobre, la date de l'accident. »« C'est ça, » dit Mireille en reprenant la clé USB, les preuves qu'elles avaient alors rassemblées. « Il faut voir ce qu'elle contient, » ajouta Alain. « Si nous avons la preuve que Gabriel Fournier est responsable de cet accident, nous pourrons enfin rendre justice à Marcel et Émilie. » Ils quittèrent rapidement la banque, Alain tenant fermement la boîte sous son bras. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, ils se précipitèrent dans le bureau d'Alain. Mireille inséra la clé USB dans l'ordinateur. Un dossier apparut immédiatement sur l'écran. Dossier Fournier, à révéler. Alain cliqua dessus. Des centaines de fichiers s'affichèrent, relevés bancaires, contrats, échanges d'emails. Chacun d'eux semblait impliquer Gabriel Fournier dans un vaste réseau de corruption, de blanchiment d'argent et d'extorsion. Mireille cliqua sur une vidéo datée du 16 octobre. Le visage d'Émilie apparut à l'écran. Elle parlait, visiblement nerveuse. « Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que Marcel et moi n'avons pas réussi. Gabriel Fournier est dangereux. S'il nous arrive quelque chose, ces documents doivent être remis aux autorités. Ils prouvent tout ce qu'il a fait. Il faut que la vérité éclate. » La vidéo s'arrêta. Un silence total envahit la pièce. Alain se leva lentement, les poings serrés. « Nous avons ce qu'il faut. Nous allons détruire Gabriel Fournier. » Mireille le regarda, la détermination brillant dans ses yeux. Pour Marcel, pour Émilie et pour Elina, leurs regards se croisèrent. Emplis de la même certitude, la vérité ne pouvait plus être cachée. Le moment était venu d'affronter le passé. Le manoir Deschamps était plongé dans un calme trompeur. Dans le bureau, Alain, Mireille et Victor scrutèrent l'écran de l'ordinateur, où défilaient des preuves accablantes contre Gabriel Fournier. Chaque fichier, chaque relevé bancaire, chaque email dévoilait un peu plus la toile d'araignée tissée par cet homme, des transferts d'argent vers des comptes offshore, des contrats frauduleux, des menaces voilées adressées à ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Tout était là. La vérité que Marcel et Émilie avaient voulu révéler, et pour laquelle elles avaient payé le prix ultime. Mireille serrait les bras contre elle, ses yeux fixant l'écran sans ciller. Elle sentait une colère sourde monter en elle.
un mélange brûlant de tristesse et de rage. Sa mère avait donné sa vie pour protéger Elina et dévoiler ses crimes. Elle ne pouvait pas laisser Gabriel Fournier s'en sortir. « Nous avons assez de preuves pour le faire tomber », déclara Alain en se redressant. Victor, les bras croisés, hocha la tête. Mais ce ne sera pas simple. Fournier a des relations haut placées. Il ne tombera pas sans se battre. Alain croisa les bras, son regard sombre. Alors nous devons être plus intelligents. Il ne doit pas savoir que nous avons ces documents. Nous devons le piéger, le forcer à révéler sa véritable nature. Mireille se leva brusquement. J'ai une idée. Les deux hommes la regardèrent, surpris par la détermination dans sa voix. Et si nous organisions une rencontre, une réunion où il croirait pouvoir conclure une affaire? Nous pourrions l'enregistrer, le pousser à s'incriminer lui-même. Alain plissa les yeux. C'est risqué. Peut-être. Mais il faut prendre ce risque. Il a détruit trop de vies. Il faut qu'il paie. Victor posa une main sur l'épaule de Mireille. Tu es sûr de toi. S'il découvre qui tu es, il n'hésitera pas à te faire du mal. Mireille se dégagea doucement, levant le menton. Il a déjà pris ma mère. Je ne le laisserai pas détruire d'autres vies. Alain échangea un regard avec Victor, puis acquiesça. Très bien, nous allons le faire. La tension dans la pièce devint presque palpable. Ils passèrent des heures à élaborer le plan. Victor, grâce à ses anciennes relations, prit contact avec l'un des associés de Fournier, sous une fausse identité, prétendant avoir une proposition d'affaires juteuse. La réponse ne se fit pas attendre. Gabriel Fournier accepta une rencontre. La réunion aurait lieu dans un hôtel luxueux du centre de Paris. Tout devait sembler authentique. Alain utiliserait sa notoriété dans le monde des affaires pour appâter Fournier. Mireille serait présente, jouant le rôle d'une collaboratrice discrète. Ce serait dangereux, mais nécessaire. Le soir venu, Paris brillait de mille feux. Les rues animées contrastaient avec la tension qui habitait le trio. Dans la suite privée de l'hôtel, Alain ajustait sa cravate devant un grand miroir. Mireille, vêtue d'une robe sobre et élégante, se regardait dans la glace, tentant de calmer le battement effréné de son cœur. « Tu es sûre ?» demanda Alain en la rejoignant. Plus que jamais, la porte s'ouvrit. Gabriel Fournier entra, grand, élégant, le sourire froid. Son regard balaya la pièce, avant de se poser sur Alain, puis sur Mireille. Un instant, son sourire vacilla, comme si un souvenir lointain traversait son esprit. « Monsieur Deschamps, quel plaisir !» déclara-t-il en tendant la main. Alain serra sa main, un sourire maîtrisé aux lèvres. « Le plaisir est pour moi. » Gabriel s'assit dans un fauteuil, croisant les jambes. Son regard revint brièvement vers Mireille. « Je ne crois pas avoir eu l'honneur. »« Mireille, » répondit simplement Alain. « Ma collaboratrice. » Gabriel lui adressa un sourire courtois, mais son regard restait perçant. Charmé, la discussion commença. Alain présenta un projet fictif, prétendument lucratif, conçu pour éveiller la cupidité de Fournier. Mireille observait attentivement chaque geste, chaque expression de cet homme, l'arrogance dans sa voix, la manière calculée avec laquelle il posait ses questions. Il ne se doutait de rien. Puis vint le moment clé. Alain fit allusion à des transactions passées, des affaires douteuses que seul Fournier pouvait reconnaître. « Il paraît que vous avez le don pour faire disparaître les obstacles gênants », glissa-t-il, le ton détaché. Fournier se figea un instant, son sourire disparaissant brièvement. Ses yeux se plissèrent. « Que voulez-vous dire ?» Alain soutint son regard. « Disons simplement que dans notre monde, il faut savoir éliminer les problèmes avant qu'ils ne deviennent dangereux. Vous êtes passé maître en la matière, non ?» Un silence tendu s'installa. Mireille sentit son souffle se couper. Fournier pencha légèrement la tête, un sourire en coin réapparaissant lentement sur ses lèvres. « Vous savez, monsieur Deschamps, dans le monde des affaires, il faut parfois prendre des décisions difficiles. Certains accidents sont inévitables. » Mireille sentit la colère monter en elle, mais elle se força à rester impassible. Le piège se refermait. « C'est fascinant, » répondit Alain, « surtout quand ces accidents concernent des personnes aussi proches que la femme d'un homme influent. » Fournier se redressa, son regard se durcissant. « Je ne vois pas où vous voulez en venir, mais c'était trop tard. » Chaque mot, chaque aveu voilé était enregistré. La vérité était désormais entre leurs mains. Lorsque Fournier quitta la pièce, toujours sûr de lui, Alain se tourna vers Mireille. « C'est terminé. Nous l'avons. » Mireille sentit un poids immense se lever de ses épaules. Pour Marcel, pour Émilie,
Leur regard se croisa. Ils savaient que la bataille n'était pas encore finie. Mais le passé ne les hantait plus de la même manière. La vérité allait enfin éclater. L'aube se levait sur Paris, baignant la ville d'une lumière pâle et dorée. Mais dans le manoir des Champs, personne ne dormait. Alain, Mireille et Victor se tenaient dans le bureau, l'enregistrement de la veille encore frais dans leurs esprits. Les paroles de Gabriel Fournier résonnaient avec une clarté glaçante. Certains accidents sont inévitables. C'était l'aveu qu'ils attendaient. Après tant d'années, la vérité allait enfin être révélée. Mireille fixait l'écran d'ordinateur où le visage suffisant de Fournier apparaissait, figé sur la dernière image de la vidéo. Sa mâchoire était serrée, ses poings crispés sur ses genoux. Elle n'avait cessé de rejouer la scène dans son esprit. Cet homme avait détruit la vie de sa mère. Il avait causé la mort d'Émilie et plongé Alain et Elina dans des années de chagrin. Il était temps qu'ils répondent de ses actes. « Nous devons transmettre ces preuves à la police », déclara Alain en rompant le silence. Victor hocha la tête. « Pas seulement à la police. Fournier a des contacts partout. Il faut que la presse en parle, que ce soit impossible à enterrer. » Mireille se leva brusquement. « J'ai un ami journaliste. Il travaille pour un grand quotidien. Il saura quoi faire. » Alain la regarda, impressionné par sa détermination. « Alors faisons-le. » Plus d'attente. Quelques heures plus tard, dans une salle de rédaction animée, Mireille remettait la clé USB contenant la vidéo et les documents à son ami journaliste. Thomas, il la regarda avec gravité après avoir visionné une partie des enregistrements. « Si c'est vrai, ce type va tomber. » Et avec fracas. « C'est vrai, » répondit Mireille. « Nous voulons que le monde sache qui il est réellement. » Thomas acquiesça. « Donnez-moi quelques heures. Je vais préparer un dossier solide. Quand ça sortira, ce sera sur toutes les chaînes et dans tous les journaux. » Lorsque Mireille revint au manoir, Alain et Victor l'attendaient avec impatience. « C'est fait, » annonça-t-elle. « Ce n'est plus qu'une question de temps. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. En début de soirée, les chaînes d'information interrompirent leur programme pour diffuser un flash spécial. L'écran de télévision montrait la photo de Gabriel Fournier, accompagné d'un titre en lettres capitales. « Affaires illégales. Corruption et meurtre déguisé. » La vérité sur Gabriel Fournier éclate. Les images de la vidéo défilèrent. La voix de Fournier, arrogante et confiante, se répercutait dans le salon silencieux du manoir. Certains accidents sont inévitables. Puis vinrent les documents, les preuves irréfutables de ces crimes. La salle de rédaction où Thomas avait travaillé sur le dossier apparut brièvement, confirmant que des copies avaient été remises aux autorités. « Il ne pourra pas s'en sortir cette fois », murmura Alain. Mireille, debout près de la fenêtre, observait les lumières de la ville. Un poids immense semblait s'être levé de ses épaules. Mais au fond d'elle, elle savait que la partie la plus difficile restait à venir. Quelques heures plus tard, la nouvelle tomba. Gabriel Fournier avait été arrêté. Les images de son interpellation passaient en boucle à la télévision. Il était sorti de son hôtel, encadré par des policiers, le visage fermé, mais toujours arrogant, comme s'il croyait encore pouvoir s'en sortir. « Il est fini », dit Victor avec un sourire amer. Alain hocha la tête, mais son regard restait sombre. « Pas encore, il va essayer de se défendre. Il faut que nous soyons prêts. Mais pour Mireille, le plus important avait été accompli. La mémoire de sa mère avait été lavée de toute honte. Le monde saurait désormais que Marcel avait été une héroïne, et non une simple femme tombée dans l'oubli, le lendemain matin. Paris s'éveilla sous un ciel clair. Le manoir des Champs semblait plus lumineux. Elina jouait dans le jardin, son rire résonnant à travers les grandes fenêtres ouvertes. Alain l'observait avec un léger sourire. C'était la première fois depuis si longtemps qu'il se sentait en paix. Mireille le rejoignit sur la terrasse. « Vous devriez aller jouer avec elle », dit-elle en désignant Elina. Alain la regarda un instant avant de détourner les yeux vers sa fille. « J'ai l'impression de retrouver enfin ce que j'avais perdu. » Mireille sourit doucement. « Votre femme serait fière de vous ?» Alain la fixa un moment. « Non, c'est votre mère qui serait fière de vous. Vous lui ressemblez beaucoup. » Mireille sentit son cœur se serrer. « J'espère lui avoir rendu justice. Vous l'avez fait ?» Un silence paisible s'installa entre eux. Le passé douloureux semblait enfin derrière eux, mais alors qu'ils profitaient de ce moment de répit, le téléphone d'Alain vibra. Il répondit rapidement. La voix à l'autre bout du fil était nerveuse. « Alain, c'est Thomas. Vous devez venir immédiatement. Fournier. » Il a parlé. « Quoi »
Que voulez-vous dire? Ce n'est pas fini. Il a révélé quelque chose d'énorme. Mireille s'approcha, inquiète. Que se passe-t-il? Alain raccrocha et se tourna vers elle. Le visage soudain grave. Fournier a parlé, et d'après ce que Thomas m'a dit, nous ne savons pas encore toute la vérité. Un frisson parcourut l'échine de Mireille. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. Le calme retrouvé semblait s'effriter. La vérité qu'ils pensaient avoir enfin dévoilée cachait encore des ombres, et ils allèrent devoir les affronter, ensemble. La voiture filait à toute vitesse à travers les rues encore calmes de Paris. Alain, au volant, gardait les yeux rivés sur la route, le visage fermé. À ses côtés, Mireille fixait l'horizon, le cœur battant. L'appel de Thomas résonnait encore dans leurs esprits. Fournier a parlé, ce n'est pas fini. Après tout ce qu'ils avaient traversé, cette annonce les plongeait de nouveau dans l'incertitude. Lorsqu'ils arrivèrent devant les bureaux du journal, Thomas les attendait sur le trottoir. Le visage grave, il fit signe de la main et les conduisit rapidement à l'intérieur. Dans une salle isolée, il ferma la porte derrière eux avant de se retourner. « J'ai parlé à la police », commença-t-il sans préambule. Fournier a décidé de coopérer. Il a livré des informations en échange d'un allègement de peine. Alain fronça les sourcils. « Et qu'a-t-il dit ?» Thomas les regarda tour à tour, prenant une profonde inspiration. Il a dit que l'accident n'était pas un accident. Mais ça, vous le saviez déjà. Ce que vous ignorez, c'est qui a donné l'ordre. Mireille sentit son souffle se couper. Ce n'était pas lui. Thomas secoua lentement la tête. Non, Fournier a avoué avoir orchestré la mise en scène. Mais l'ordre est venu de plus haut. De quelqu'un qui voulait faire disparaître Émilie Deschamps. Alain se figea. Ses traits se durcirent. Qui? Thomas hésita, puis prononça un nom. Gérard Deschamps. Un silence assourdissant s'abattit dans la pièce. Mireille tourna lentement la tête vers Alain. Le visage décomposé. « Gérard, votre frère ?» Alain recula d'un pas, comme frappé en plein cœur. « C'est impossible. » Thomas posa une main sur son épaule. Fournier affirme que Gérard lui a versé une somme considérable pour éliminer Émilie. Il prétend que votre frère considérait votre femme comme un obstacle. Alain secoua la tête, refusant d'y croire. Gérard ne ferait jamais ça. Nous avons eu des différends. Mais il y a des preuves, Alain, des transferts bancaires, des enregistrements. Fournier ne ment pas. Mireille posa une main réconfortante sur le bras d'Alain. Peut-être qu'il y a une explication. Nous devons lui parler, Alain. Les yeux remplis d'incrédulité, hocha la tête. Oui, nous allons le confronter. L'air semblait plus lourd lorsqu'ils quittèrent le bâtiment. Chaque pas d'Alain résonnait comme un coup de tonnerre. Il repensait à son frère, à leur enfance partagée, aux repas de famille, aux promesses échangées. Était-il possible que Gérard ait trahi tout cela? Le manoir de Gérard Deschamps se trouvait à la périphérie de Paris, une demeure imposante, mais froide, sans âme. Lorsque la porte s'ouvrit, Gérard apparut. Ses cheveux grisonnants encadraient un visage marqué, mais son sourire disparut immédiatement en voyant Alain et Mireille sur le seuil. « Alain, que fais-tu ici? Nous devons parler, Gérard. À l'intérieur. Maintenant. » L'expression de Gérard se ferma. Il s'écarta sans un mot, les laissant entrer. La tension dans la pièce était presque insupportable. « J'ai appris la vérité, » déclara Alain sans détour. « Fournier a parlé. Il a dit que tu étais derrière la mort d'Émilie. » Gérard se figea, mais ses traits ne montrèrent aucune surprise. Alors, il a fini par se trahir. Mireille s'approcha, les yeux brillants de colère. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Gérard les regarda longuement, avant de se laisser tomber dans un fauteuil, l'air soudain épuisé, parce qu'elle allait te détruire. Alain recula, abasourdi. Qu'est-ce que tu racontes? Émilie avait découvert mes dettes. J'avais tout perdu. J'avais emprunté à des gens dangereux. Si elle révélait la vérité, la famille Deschamps tombait avec moi. Tu l'as fait tuer pour ça, pour de l'argent. Je n'avais pas le choix. Cria Gérard, sa voix se brisant. Tu étais toujours le favori, l'homme d'affaires parfait. Moi, je n'étais rien, je devais protéger ce qui me restait. Alain se figea, incapable de répondre. Le choc était trop grand. Mireille sentit son cœur se serrer. Elle savait que ces mots laisseraient des cicatrices profondes. Ma fille a failli mourir ce soir-là. Tu aurais pu tuer Elina. Gérard baissa la tête, incapable de soutenir le regard de son frère. Ce n'était pas prévu.
Je ne voulais pas qu'elle soit là, mais Fournier... Il a tout précipité. Alain avança d'un pas, le regard brûlant de rage. « Tu es fini, Gérard !» Fournier a livré toutes les preuves à la police. Ils viendront te chercher. Gérard releva les yeux, résigné. « Je sais, mais souviens-toi, j'ai fait ça pour nous, pour protéger la famille. Tu as détruit la famille ?» Alain tourna les talons sans un mot de plus. Mireille lui emboîta le pas, alors qu'ils franchissaient la porte. Des sirènes retentirent au loin. La justice allait enfin être rendue. De retour au manoir des Champs, le soleil commençait à se coucher. Elina jouait dans le jardin, insouciante. Lorsqu'elle aperçut Alain et Mireille, elle courut vers eux. Alain la souleva dans ses bras, la serrant contre lui avec une tendresse infinie. « Tout va bien, papa ?» demanda-t-elle, la tête nichée contre son épaule. « Oui, ma chérie, tout va bien maintenant. » Mireille se tenait à ses côtés, un sourire doux aux lèvres. Le passé venait de révéler ses derniers secrets, mais l'avenir leur appartenait. Alain se tourna vers elle. « Merci, sans toi. Je ne serais jamais arrivé là. C'est votre fille qui m'a guidée ici, et ma mère, elles nous ont donné une seconde chance. Une seconde chance que nous allons saisir, » répondit Alain avec un sourire sincère. Leur regard se perdit un instant dans les couleurs dorées du crépuscule. Ensemble, ils avaient affronté les ombres du passé. Ensemble, ils allaient construire un avenir. Pour Marcel, pour Émilie, pour Elina, pour eux